Si juste la physique était mise à mal, ça ne serait pas grave. Donc, nous disions que Divine est morte hier, dans une flaque si rouge de son sang vomi, qu'en expirant, elle eut l'ultime illusion que ce sang était l'équivalent visible d'un trou noir, que le violon éventré aperçu dans un bric-à-brac de pièces à conviction chez le juge appelait avec une insistance dramatique, comme un Jésus, le chiancre doré où lui, son sacré cœur en flamme. Alors de flamme, au moins métaphoriquement, il va effectivement en être question, parce qu'il va nous falloir flirter avec le Big Bang, avec l'origine donc, avec l'éventuelle explosion primordiale, pour poser la question de l'articulation de la nécessité et de la contingence. Je crois que ce qui va nervurer notre cheminement, c'est d'abord et avant tout la conscience de la multiplicité des lois, des phénomènes et éventuellement du caractère aléatoire de leur émergence. Cette multiplicité, avant d'en venir aux aspects les plus fondamentaux, je voudrais déjà qu'on l'observe ou qu'on la scrute du point de vue des phénomènes physiques et en l'occurrence astrophysiques. Une question légitime qu'on pourrait se poser est celle de l'aspect de la voûte céleste, de l'aspect du ciel quand on la scrute adéquatement. Et il se trouve qu'en réalité, cet aspect est extrêmement dépendant de la manière dont on regarde le ciel. Suivant l'énergie, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle on mesure la lumière qui parvient jusqu'à la Terre, on voit émerger des visages cosmiques extraordinairement différents. Si par exemple on regardait l'univers aux très basses énergies, ce qu'on appelle les ondes radiofréquences, on pourrait, entre beaucoup d'autres choses, observer la structure filamentaire du gaz de galaxies qui nervure l'univers à grande échelle, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Si on regardait à un peu plus haute énergie dans le domaine des micro-ondes, on observerait ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire l'écho du Big Bang, la lumière qui s'est découplée de la matière très peu de temps après l'instant primordial, 380 000 ans seulement. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des infrarouges, on pourrait observer les lieux de formation des étoiles et des planètes, ce qu'on appelle les disques protostellaires et protoplanétaires. Et peut-être même d'ailleurs l'environnement du trou noir central qui se trouve au cœur de notre galaxie. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des ultraviolets, on pourrait scruter des éléments nucléaires qui ont été formés seulement quelques secondes après le Big Bang, et donc pousser beaucoup plus loin encore notre archéologie du savoir, si l'on peut dire. À plus haute énergie toujours, dans le domaine des rayons X, alors ce sont des objets extraordinairement chauds qui apparaîtraient, non pas avec des températures de quelques milliers de degrés comme les étoiles, mais plutôt des températures de quelques centaines de milliers de degrés. L'univers extrême, si vous voulez. Et dans le domaine de ce qu'on nomme les rayons gamma durs, typiquement 1000 milliards de fois plus énergétiques que la lumière à laquelle nos yeux sont sensibles, c'est un tout autre ciel, un tout autre firmament qui se livrerait à notre regard. On ne verrait pas le Soleil, pas les étoiles, pas les planètes, pas la Lune. Ils ne sont pas assez puissants pour émettre de tels rayonnements. Ce qu'on pourrait alors observer, c'est par exemple des pulsars, des objets incroyablement denses qui émettent des particules relativistes. Alors, il y a beaucoup d'autres sondes du cosmos, au-delà de la lumière. Il y a les rayons cosmiques chargés, des particules qui permettent par exemple de tester l'existence éventuelle d'antimondes, d'antigalaxies, d'anti-étoiles, qui sont pour le moment hypothétiques. Il y a ce qu'on nomme les neutrinos, des particules sans charge, sans masse ou presque, sans couleur. Les neutrinos sont des sortes de fantômes qui permettent d'observer directement le cœur des objets physiques parce qu'ils n'interagissent pas et donc se propagent librement. Ils révèlent eux aussi d'autres visages de l'univers. Et le message que je veux faire passer, c'est que ces visages sont extraordinairement différents les uns des autres, leur multiplicité est considérable, et ils sont tous réels. Donc on a déjà, je trouve, le sentiment ou la perception d'une sorte de polyphonie cosmique qui s'avère ne pas être une métaphore, mais être la réalité de la diversité du monde ou des mondes dans lesquels on vit. Et je cite un dernier exemple de médiateur du cosmos, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Elles ont été sur le devant de la scène dans les dernières années parce qu'elles viennent d'être découvertes de façon interférométrique par l'instrument LIGO qui se trouve aux États-Unis. Et ces ondes de gravité, ce sont des petites vibrations de l'espace lui-même. Autrement dit, elles permettent de voir pour la première fois
l'univers avec des yeux de géomètre. On ne voit plus les objets, on voit directement les vibrations de l'espace. Alors, ces particules élémentaires que j'évoquais en tant que sondes du cosmos, elles sont aussi signifiantes en tant que traces ou signes de la structure intime du réel, de ce par quoi ou ce avec quoi est constituée toute la matière qui nous entoure. Et ça, c'est particulièrement intéressant du point de vue de la question du hasard qui nous intéresse ce soir. Parce que les lois de la physique, telles qu'on les comprend aujourd'hui, s'avèrent être fondamentalement unifiées. On a compris, grâce à Maxwell, que l'électricité et le magnétisme étaient en réalité la même chose, qu'on appelle l'électromagnétisme. Puis on a compris, dans la seconde moitié du XXe siècle, que l'électromagnétisme et la force nucléaire faible étaient en réalité la même chose, qu'on appelle la force électrofaible. Et aujourd'hui, on tente d'unifier cette force électrofaible avec ce qu'on nomme l'interaction nucléaire forte, ce qui conduirait, si l'on y parvient, à un modèle dit de grande unification. C'est la démarche de convergence, dirais-je, de la physique de l'infiniment petit. C'est celle qui guide le physicien des particules élémentaires. Et pourtant, le monde qui nous entoure n'est pas unifié. Le monde qui nous entoure est diversifié, foisonnant. C'est ce qui participe à sa beauté et à son élégance. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinairement important, qu'on nomme brisure spontanée de symétrie. Ce que ça signifie, c'est qu'il semble que dans la nature, certains phénomènes puissent évoluer de façon que l'état final, l'état résultant, celui finalement dont nous sommes les témoins, ne présente pas les symétries, c'est-à-dire les invariances de l'état initial. Donnons un exemple clair et simple. Imaginez deux verres d'eau. Dans chaque verre d'eau, les molécules d'eau seraient alignées aléatoirement, vers le haut, vers le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, et statistiquement, aucune direction dans la pièce ne serait privilégiée. On aurait, disons, 1 million de molécules qui pointent dans chacune des directions de la pièce. Et imaginons maintenant que la température chute sous 0 degré. Les verres se mettraient à geler. Mais quand elles gèlent, de façon à minimiser l'énergie, les molécules s'alignent. Par conséquent, la symétrie est brisée. Une fois que le verre a gelé, toutes les molécules sont alignées dans le même sens. Et donc une seule direction particulière, spécifique, singulière, est isolée par le système. Mais le point nodal, c'est que les deux verres n'ont aucune raison de spécifier la même direction particulière. Parce que c'est un processus aléatoire. Ça résulte de fluctuations statistiques imprévisibles dans le verre. Donc il se peut que les deux, enfin il est même très probable, que les deux verres mitoyens, soumis aux mêmes lois, brisent la symétrie, c'est-à-dire gèlent dans des directions différentes. Et là, vous voyez émerger un exemple de phénomène de brisure spontanée des invariances initiales. Et ça a une portée philosophique ou disons épistémologique très profonde, parce qu'il semble que c'est ainsi que nos lois se structurent, que les lois de la physique telles qu'on les comprend se structurent. Ce que ça veut dire en clair, c'est qu'il est vraisemblable, selon notre compréhension actuelle de l'infiniment petit, que si l'on rejouait l'expérience création de l'univers, les lois, pas seulement les phénomènes, ça on le sait, mais les lois elles-mêmes seraient différentes. Ce qui veut dire, là encore de façon explicite, qu'il est probable, dans notre compréhension actuelle de la physique, que nos lois aient une histoire. Et ça, c'est déjà une révolution. Parce qu'en un sens, ça signifie que la contingence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un contingence, ça signifie ce qui pourrait ne pas être. La contingence, donc, vient s'immiscer au cœur même de la nécessité, puisque les lois, c'était presque par définition ce qui nous semblait nécessaire. Ce qui pourrait conduire au conditionnel, restons prudents, à réinterpréter finalement les lois comme des paramètres environnementaux, au sens, disons, quasi biologique du terme. Bien, alors physique des particules, disais-je, mais des particules relativistes. La relativité, c'est la grande théorie à l'aide de laquelle on peut tenter de comprendre l'univers et d'échafauder ce qu'on nomme la cosmologie. Donc avant d'en venir à la question qui nous intéresse ce soir, du hasard et du multivers, je veux d'abord dresser un petit panorama de la cosmologie pour petit à petit le déconstruire. Alors,
La relativité d'Einstein, c'est une théorie magnifique qui se construit, dirons-nous, en deux temps. D'abord, ce qu'on appelle la relativité restreinte. La relativité restreinte, c'est la théorie qui décrit comment l'espace-temps se transforme quand les corps entrent en mouvement. C'est une théorie qui est extrêmement fiable et c'est ce qui la rend belle. Quand on regarde comment est construite la physique des particules, c'est relativement peu convaincant. C'est convaincant parce que ça marche. C'est convaincant a posteriori. Mais il y a énormément d'hypothèses qui pourraient être autres. C'est une construction finalement qui est très sous contrainte. A contrario, la relativité restreinte ne repose presque que sur le fait que les lois de la physique existent, indépendamment de la forme particulière de ces lois. Donc vous voyez que c'est une théorie qui est, je dirais, presque au cœur, c'est presque une métathéorie. On pourrait dire de manière allégorique que la relativité restreinte, c'est la grammaire de la physique. C'est la langue dans laquelle la physique s'écrit. Donc ça a vraiment un statut particulier et explicitement celui d'un cadre, disons. D'un cadre ou d'un paradigme dans lequel vont s'écrire les autres lois physiques. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette relativité restreinte? D'abord, elle dit qu'il existe une vitesse indépassable, la vitesse de la lumière. Ensuite, elle dit que finalement, l'espace et le temps ne sont pas des grandeurs absolues. Vous savez que là, le simple fait que je marche par rapport à vous, ma montre se désynchronise par rapport à la vôtre. Si nos montres étaient parfaitement synchronisées en entrant dans la pièce, elles ne le sont plus, eu égard au mouvement que je viens de m'octroyer. Ça, c'est quand même très fort philosophiquement, parce que le temps, c'était peut-être la chose qui nous semblait être la plus fondamentalement partagée. Même cela s'effrite. Même le temps n'est plus universel. Même le temps s'individualise. À chacun son temps, pourrait-on dire. Et c'est vrai, c'est mesurable. Bien sûr, pas pour des vitesses aussi lentes que la mienne, mais on l'observe pour moult phénomènes physiques qui sont effectivement à l'œuvre et testés expérimentalement. Et puis enfin, la relativité restreinte, elle nous apprend que la masse et l'énergie sont en équivalence l'une avec l'autre. Et là encore, ce que ça signifie en termes presque philosophiques, c'est qu'on peut changer l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut transformer de l'énergie en masse. Autrement dit, on peut transformer un phénomène qu'on pourrait presque dire éventuellement, dépendant du hasard, en masse, c'est-à-dire en existence. Et c'est ce qu'on fait dans un accélérateur de particules, au CERN, au LHC, à Genève. On transforme le mouvement des particules en existence réelle, matérielle, palpable, éventuellement durable, de nouvelles particules. Alors, on n'a pas créé ex nihilo les particules. On les a créées à partir de l'énergie des corpuscules incidents. Mais quand même, ça signifie que les entités élémentaires, les petites briques du réel, ne sont plus en nombre fixé. Et ça, bien sûr, c'est la conséquence de la relativité restreinte. Mais le jeu est encore plus beau et plus étonnant. Au-delà de la relativité restreinte, Einstein a élaboré la théorie de la relativité générale, qui pousse beaucoup plus loin encore le geste de déconstruction, je dirais, de toute forme d'absoluité dans l'espace et dans le temps. Ce que montre la relativité générale, dit-on, c'est que l'espace se distord, se courbe, eu égard à la présence des corps. Dans le monde de Newton, la Lune tournait autour de la Terre parce qu'une force, la force gravitationnelle, l'y contraignait. Dans le monde d'Einstein, la Lune n'est plus soumise à aucune force. Il n'y a plus de force. La Lune avance en ligne droite, dans l'espace, lui-même courbé par la gravité terrestre. Alors, cette relativité générale, c'est bien plus qu'une reformulation de ce qui était déjà connu dans d'autres termes. Ça change les choses. Ça les change fondamentalement. Parce que ce qu'elle dit réellement, c'est qu'en fait, l'espace n'est plus, comme le pensait Newton, le contenant, mais que l'espace devient lui-même un objet physique. Pour Einstein, l'espace est un champ comme les autres. L'espace est en évolution. Vous jetez une craie, elle tombe. Vous jetez l'espace, il tombe lui aussi, avec ses propres équations d'évolution. C'est ça, la grande révolution de la relativité générale. C'est de comprendre que l'espace et le temps ne sont plus
ce qu'Emmanuel Kant appelait des formes pures, a priori transcendantales de la sensibilité humaine, mais qu'au contraire, l'espace et le temps sont des objets physiques comme les autres. Si on voulait même le dire de façon un peu plus subversive, on pourrait dire que l'espace et le temps n'existent pas. Ce que comprend Einstein, c'est que nous habitons sur ou dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel, en tant qu'objet en évolution perpétuelle, remplace l'espace et le temps. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Tout est relationnel. Tout est l'un par rapport à l'autre. Il n'y a plus de positionnement ou de structure absolue dans le cosmos. Alors vous voyez, au contraire d'un monde atrophié, triste, pauvre et froid, je crois que la physique, que l'astrophysique contemporaine nous invite plutôt vers une cosmologie envoûtée et peut-être empreinte de merveille et de magie. Moi, j'aime parfois dire que la cosmologie est à la physique ce que le personnage de Circé est au voyage d'Ulysse. La plus dangereuse, la plus belle aussi, celle à partir de qui tout devient possible. Vous savez, c'est un peu le point de rupture où tous les devenirs s'ouvrent et deviennent envisageables. La sorcière. Alors cette sorcière, en tant que cosmologie, on peut quand même en dire des choses. Mais c'est étonnant qu'on puisse en dire des choses. Parce que la cosmologie jouit d'un certain nombre de spécificités qui la rendent extrêmement difficile à appréhender. Regardez. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. C'est très pénible ça. Nous, on aimerait pouvoir regarder le système qu'on voit sans interagir avec lui. Mais on ne peut même pas le faire en tant qu'expérience de pensée. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Mais il y a pire. Il y a pire, je pense, au fait que l'expérience est irreproductible. C'est-à-dire que je ne peux pas retester le Big Bang. Et ça, c'est fondamental du point de vue de la question qui nous intéresse ici ce soir. Celle, je dirais, de la distinction entre ce qui relève de la nécessité et ce qui relève du hasard. Si je lance 10 fois de suite ici une craie de la même manière, je vais pouvoir identifier la partie nécessaire, la trajectoire parabolique, qui sera toujours la même. Et la partie aléatoire qui sera le rebond, parce qu'elle sera liée à des phénomènes tellement chaotiques liés à l'effet de surface ou à l'état de surface de la table, que bien sûr c'est imprévisible. Et pour ça, j'ai besoin de refaire l'expérience, pour, si vous voulez, distinguer les régularités des irrégularités. Mais je ne peux pas refaire l'univers. Donc je ne sais pas ce qui, dans le cosmos actuel, relève de processus inévitables qui se répéteraient nécessairement à chaque Big Bang, et ce qui relève de processus aléatoires qui sont essentiellement dus à des circonstances contingentes. Mais il y a encore pire, et encore plus essentiel du point de vue de notre intérêt du jour, c'est le problème des conditions initiales. Si vous connaissez parfaitement les lois de la physique, et que je vous demande où ce gobelet va-t-il atterrir, il vous manque une donnée, c'est la manière dont je le lance. Il faut que je vous dise comment je le lance. Et là seulement, vous pourrez calculer l'endroit où il tombe. Mais la manière dont je le lance, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Les conditions initiales, elles sont extérieures et antérieures à l'expérience considérée. La manière dont je lance ne fait pas partie de la trajectoire du verre ou du gobelet. Ce que les lois de la physique permettent de calculer, c'est le point d'arrivée si je connais les conditions initiales. Les conditions initiales ne sont pas données par les lois de la physique. Alors d'habitude, ce n'est pas grave, parce que les conditions initiales d'une expérience résultent en fait des conditions finales de l'expérience précédente. Et tout s'enchaîne bien. Mais vous voyez tout de suite qu'on a un petit problème avec le Big Bang. Parce que si le Big Bang, c'est le début, comment fixer les conditions initiales ? Et ça, du point de vue de ce qu'on cherche à comprendre, à savoir l'univers est-il né du hasard, c'est absolument fondamental. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle hasard ? Est-ce qu'on appelle hasard une indétermination intrinsèque à la nature, ou est-ce qu'on appelle hasard notre incapacité à prévoir ? Évidemment, c'est une distinction fondamentale, à laquelle vous avez sans doute fait face en réfléchissant à la mécanique quantique, où là on a l'impression d'un hasard intrinsèque, alors qu'en mécanique statistique, on a l'impression d'un hasard émergent. Mais pour le Big Bang, c'est compliqué, parce qu'en fait, on peut générer pratiquement l'univers que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on désire,
suivant la manière dont on pose les conditions initiales. Et on n'a aucun moyen fiable d'évaluer notre inconnaissance de ces conditions initiales, parce qu'elles ne résultent pas d'un phénomène connu. Et donc là, on fait face à un problème endémique de la cosmologie qu'on appelle le problème de la mesure, qui est comment quantifier notre inconnaissance sur l'état a priori du système. Et ça, c'est très spécifique à la pensée cosmologique. Alors, je vous montrerai tout à l'heure des moyens d'outrepasser cette difficulté. Mais il faut d'abord avoir conscience de son existence. Bon, le petit miracle, c'est que malgré tous ces problèmes qui sont épineux, la cosmologie existe. Elle fait partie, je crois, de la science respectable. Elle est aujourd'hui étudiée dans toutes les grandes universités du monde et elle a conduit à des résultats impressionnants. Nous avons un modèle, celui de l'univers en expansion, qui est sous-tendu par une théorie, la relativité générale, qui nous permet de comprendre que cette expansion que l'on observe, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une mesure, que cette expansion est effectivement expliquée et même prédite par les équations de la relativité en tant que mouvement propre de l'espace. Et on pourrait dire que les galaxies s'éloignent sans bouger. Si les galaxies s'éloignent, ce n'est pas parce qu'elles se déplacent, c'est parce que l'espace lui-même est en train d'enfler. Nous sommes prisonniers du flux de l'espace. Voilà ce que prédit Einstein et voilà ce qu'on observe effectivement. Le modèle est cohérent. Alors je ne vais pas lister les corroborations expérimentales ou observationnelles, mais elles sont nombreuses. On peut citer le rayonnement cosmologique fossile, que nous évoquions tout à l'heure. On peut citer ce qu'on nomme la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la synthèse des noyaux, qui a lieu proche du Big Bang et qui est en très bon accord entre les prédictions et les observations. Et puis on pourrait citer une dizaine d'autres piliers qui viennent étayer l'ensemble de cet édifice. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a quelques problèmes. Et c'est à partir de ces problèmes que j'aimerais que nous réadressions la question du hasard et de la nécessité. Alors, commençons par les problèmes les plus anodins. Le plus anodin et anecdotique, c'est notre propre existence. Notre propre existence est incompatible avec le scénario de base du Big Bang. Pour la simple raison qu'on devrait faire autant de matière que d'antimatière dans l'univers, que l'une et l'autre devraient s'être abondamment annihilées et qu'il ne devrait presque plus rester de matière dans l'univers. Donc déjà, le fait qu'il y ait de la matière en abondance est une première pierre d'achoppement du scénario du Big Bang. Mais nous avons quelques idées pour en venir à bout. Au-delà, on peut nommer le problème de la matière noire. La matière noire, c'est le nom qu'on donne à ce qui est vraisemblablement l'essentiel du contenu de l'univers, mais qui n'est pas sous forme observable, qui n'est pas sous forme d'étoile, et donc dont on ignore la nature physique profonde. On avait essentiellement une très bonne idée, associée à une théorie qu'on nomme supersymétrie. Et cette théorie est en train d'être, si ce n'est falsifié, au moins très sérieusement défavorisé par les mesures du CERN. Donc la situation, quelque part, n'a jamais été si mauvaise quant à la compréhension de la matière noire. Au-delà encore, on peut penser à ce qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire, c'est le fait que l'univers semble être actuellement en train d'accélérer. L'expansion n'est pas problématique, on l'a dit tout à l'heure. C'est une prédiction de la théorie d'Einstein, parfait. Mais l'expansion de plus en plus rapide est quant à elle un problème, parce que la gravitation est attractive, donc elle devrait jouer comme un freinage. Alors, pour faire face à ce paradoxe, dans le macrocosme, dans l'univers à grande échelle, il est vraisemblable qu'il faille repenser notre microcosme, c'est-à-dire notre compréhension de l'infiniment petit. Et commencer peut-être par poser cette question. Et si les particules élémentaires n'étaient pas des points, comme on le croit usuellement, mais plutôt des structures filiformes, des petits élastiques, ce que la tradition retiendra comme des cordes. La théorie des cordes, à la différence de ce que j'ai abordé jusqu'à maintenant, est une théorie spéculative. Elle ne jouit d'aucune vérification expérimentale claire. Donc, il faut la prendre avec des pincettes, soyons parfaitement clairs sur ce point. Néanmoins,
C'est une théorie sérieuse et l'un des meilleurs candidats dont nous disposons pour tenter d'unifier l'ensemble des forces et des particules. Pour le dire de façon imagée, de la même manière qu'une corde d'instrument de musique peut donner lieu à toutes les notes de la gamme chromatique suivant la manière dont elles vibrent, eh bien, les cordes fondamentales peuvent engendrer toutes les particules connues suivant leur mode propre de vibration. Donc c'est une théorie unificatrice. Mais le petit problème, c'est que cette théorie n'est mathématiquement viable que dans un monde à 9 ou 10 dimensions d'espace. Ce qui n'est pas, vous en conviendrez, exactement en accord avec notre expérience quotidienne. X, Y, Z. 3 dimensions dans le monde réel. Alors on pourrait conclure que la théorie des cordes est tout simplement fausse. Ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible. Mais on peut aussi supposer que la théorie est tellement belle, tellement cohérente, tellement attirante et tellement capable de subsumer l'ensemble des théories émergentes connues que peut-être elle est juste. Et qu'en réalité, ces dimensions nécessaires sont cachées, se dérobent à notre regard parce qu'elles sont recourbées sur elles-mêmes, ce qu'on appelle en mathématiques compactifiées. Et ce qui est intéressant, pour ce qui nous occupe ce soir, c'est qu'il y a un très grand nombre de manières différentes de recourber sur elles-mêmes, de recroqueviller ces dimensions supplémentaires. Un nombre de l'ordre de 10 puissance 500. 10 puissance 500 pour l'esprit humain, c'est presque l'infini. C'est un 1 et 500 de zéros derrière. Un nombre que personne ne peut se représenter mentalement. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, à chacune de ces configurations sont associées des lois physiques différentes. C'est une belle ironie de l'histoire. La théorie des cordes devait être la théorie ultime, unique, et en réalité, si elle est juste, elle donne peut-être naissance à une diversité sans précédent, en montrant qu'elle peut engendrer un nombre quasi infini de lois physiques différentes. Cela devient intéressant si on conjugue, ou que l'on accorde, cette théorie des cordes, précisément, pour que ça sonne juste, avec le scénario dit de l'inflation cosmologique. Qu'est-ce que cela ? Bien, en fait, on a de très bonnes raisons de penser, et ça je dirais que c'est relativement peu spéculatif, c'est fiable, que juste après le Big Bang, il y eut une augmentation considérable de la taille de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'inflation, une augmentation exponentielle de toutes les distances. Mais le point fascinant, c'est que cette inflation, si on la regarde bien, elle semble créer non pas un univers bulle, mais un très grand nombre, peut-être une infinité d'univers bulles. Et que la théorie des cordes, donc, si elle est correcte, va emplir ou structurer chacun de ces univers avec des lois physiques différentes. Voilà un exemple de ce qu'on appelle parfois le multivers, qui est le néologisme inventé pour référer à une multiplicité d'univers. Autrement dit, ailleurs, il y aurait des mondes avec peut-être 7 dimensions spatiales, des mondes où la gravité est répulsive, des mondes où il y a 19 forces fondamentales, tout ou presque devient envisageable, bien au-delà de ce que notre imagination peut aisément aborder. Alors cela, je crois, amène 2 questions. Qu'est-ce que ça change ? Et est-ce que c'est vrai ? Et ce sont à ces 2 questions que j'aimerais que nous tentions de répondre. Je commence par la plus facile. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses. Et en particulier du point de vue de la question du hasard, de la nécessité et de la contingence. Parce qu'en effet, posons-nous cette question fondamentale. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité en général et de la vie en particulier ? C'est étonnant quand même. On a beaucoup de paramètres fondamentaux en physique. Si on change un tout petit peu n'importe lequel de ces paramètres, il est probable, là encore au conditionnel, parce qu'on ne peut pas en être tout à fait certain, mais il est probable que l'univers serait sans intérêt, sans structure complexe, sans chimie, sans carbone, sans étoiles, sans planètes, pas seulement sans humains, ça c'est pas si grave, mais, non mais je rigole pas, hein. Je le pense sincèrement, mais sans rien d'autre, disons, qu'un bain de rayonnement, par exemple. Ce seraient des univers pauvres,
Pourquoi se trouve-t-on dans un des seuls univers possibles qui soit riche? Moi, je vois 3 réponses possibles. La première, c'est qu'on a eu une chance incroyable. Parmi le milliard, etc., de solutions possibles, on est tombé sur la seule qui donne un bel univers. C'est possible, mais c'est quand même pas très convaincant. La deuxième solution, c'est que quelqu'un s'est arrangé pour que nous puissions exister. Alors évidemment, quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Le quelqu'un en question, c'est forcément Dieu. Alors ça, c'est une solution qui est théologique et téléologique, c'est-à-dire religieuse et finaliste. Alors là encore, c'est possible, mais ce n'est pas une explication scientifique. Et la troisième solution, eh bien, c'est précisément celle du multivers, celle dont je suis en train de vous parler. Parce que s'il y a une infinité d'univers, avec une quasi-infinité de lois physiques différentes dans chacun des univers, alors il est normal que certains de ces univers soient favorables à la complexité. Pour le dire autrement, si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes absolument certain de gagner. Et c'est ça l'idée. C'est que s'il y a un très grand nombre de tirages des lois physiques, alors forcément, dans certains univers, les lois sont favorables ou permettent l'existence de structures complexes. Et comme nous sommes des structures complexes, évidemment, il y a un biais de sélection qui fait qu'on ne peut se trouver que dans un des univers qui permettent l'émergence de la complexité. Et on se demande pourquoi le monde est-il si adapté à notre existence? Parce que là où les mondes ne sont pas adaptés à notre existence, nous ne nous trouvons pas. Un peu comme une termite qui se demanderait pourquoi l'univers est-il fait entièrement de bois? Ou un poisson qui se demanderait pourquoi l'univers est-il fait entièrement d'eau? Non, il y a un biais qui fait qu'en tant que termite, votre environnement direct est forcément celui auquel vous êtes adapté. Ce n'est pas du tout téléologique, il faut bien comprendre que ce que je dis là n'est pas à revers de la théorie darwinienne. Au contraire, c'est exactement dans le sens de la théorie darwinienne. C'est parce que nous nous sommes adaptés à notre environnement, et non pas l'inverse. Ce n'est pas notre environnement qui s'est adapté à nous. Donc, soyons clairs, il n'y a absolument rien de finaliste dans cette proposition. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle donc parfois le principe anthropique, qui porte terriblement mal son nom. Je connais Brandon Carter, le très grand physicien qui a inventé ce mot. Il ne voulait surtout pas parler d'un principe déique, si vous voulez, qui dirait l'univers est comme il est parce qu'il fallait que l'homme existe. Ce qu'on lit parfois. Ça, c'est le contraire du principe anthropique. Le principe anthropique, c'est au contraire un principe de modestie, qui dit finalement, il faut faire attention au fait que s'il existe beaucoup d'univers, c'est peut-être pas vrai, mais si c'est vrai, alors il est probable que notre univers à nous ne soit pas représentatif de l'ensemble. Il n'y a aucune raison qu'il le soit. Restons modestes et regardez. Notre planète, la Terre, est-elle représentative de l'ensemble de l'univers? Pas du tout. Pas du tout. Notre environnement direct, la planète Terre, est hautement non représentatif, très différent de l'état moyen de l'univers, qui est essentiellement du vide. Mais évidemment, en tant qu'humain, on ne peut pas se trouver dans le vide. Donc c'est normal qu'on se trouve sur Terre. Il n'y a rien de magique à ça. On se trouve dans ce qui a permis notre développement. Donc ce que dit le principe anthropique, c'est juste que s'il y a beaucoup d'univers, il faut faire attention au fait que le nôtre n'a aucune raison d'être représentatif de l'ensemble. Et c'est juste un principe de... C'est même pas un principe en fait. C'est pas un principe. C'est un rappel de rigueur scientifique, évident, qui je crois va quand même dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler un geste de modestie. C'est-à-dire, après avoir été centré sur la Terre, puis sur le Soleil, puis sur la galaxie, puis sur l'univers, notre vision du monde devient peut-être strictement acentrique. Ce qui me semble, ce n'est pas un argument fort ça, mais ce qui me semble quand même aller dans un certain sens de l'histoire. Voilà. Bon, enfin, soyons pas trop hegeliens, moi les sens de l'histoire, j'y crois qu'à moitié. C'est aussi, pourrait-on dire, une blessure narcissique, pour reprendre l'expression de Freud. Vous voyez, après Copernic, Darwin et la psychanalyse, on aurait l'idée que finalement, notre univers lui-même est déchu de son piédestal. Il redevient un parmi une multiplicité. Bon, ça, c'est pour les conséquences du modèle. Mais la question peut-être plus fondamentale encore, c'est est-ce que c'est vrai? Bon, ça va. D'abord, soyons sérieux avec la vérité. Il y a une sorte d'angoisse à l'éthique qui est un peu inquiétante en ce moment. La vérité, c'est un concept avec lequel il ne faut pas plaisanter. Il faut s'y soumettre. C'est la règle du jeu.
Le problème, c'est que trouver la règle fait toujours partie du jeu en science. Le fait est que la vérité, le concept de vérité, n'a pas été le même à toutes les époques d'une civilisation donnée et n'est pas le même entre toutes les civilisations. Ce que je suis en train de vous dire là, je le sais d'expérience, est considéré par certains comme scandaleux. J'ai lu. Alerte, relativisme. Non mais attendez, c'est pas le problème de savoir si ça vous plaît ou non. Moi je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que la vérité change avec le temps. C'est un fait qu'elle change avec le temps. Donc on va quand même pas mentir au nom de la vérité. Ça deviendrait un peu pervers. Même pour moi, ce serait un peu trop pervers. Donc on va quand même être un peu honnête. Et l'honnêteté est celle-là. Nous sommes directement héritiers des Grecs. Les Grecs, c'est nous. Et pourtant, les Grecs distinguaient to aletes et aletheia, c'est-à-dire le vrai et la vérité, l'adjectif substantivé et le substantif, c'est-à-dire la cohérence logique et l'anamnèse, la mémoire. Donc, il faut être un peu précis, il ne faut pas faire comme si on savait ce qu'était la vérité. Dans les temps troubles qu'on vive, certains aimeraient que, par peur finalement, nous faisions comme si cela allait de soi. Pour s'opposer, bien sûr, au mensonge, il faut s'opposer au mensonge, mais il faut s'y opposer intelligemment. N'imposons pas un bon fascisme contre un mauvais fascisme. Tous les fascismes sont dégueulasses. Il faut mieux utiliser la subtilité. Donc, il faut travailler en profondeur. Et donc, il faut se demander ce qu'est la science. C'est une question compliquée. C'est pas simple. La science, c'est pas juste les mathématiques. La biologie, l'éthologie n'utilise pas beaucoup de mathématiques et c'est une science. La science, c'est pas juste l'expérience. Parce que vous le savez bien, on n'accède jamais aux faits en eux-mêmes. L'expérience, elle ne parle que modulo un corpus interprétatif. On ne voit jamais les choses. On voit les choses modulo une théorie qui nous permet de les voir. C'est toujours comme ça, on le sait bien. La science, ce n'est pas seulement la capacité de prévoir, parce que je peux connaître la position de l'aiguille de ma montre dans 3 secondes sans rien comprendre à son mécanisme. La science, ce n'est pas seulement la rationalité, vous savez, logos en grec, qui veut dire le langage, puis la parole, puis la rationalité. La rationalité, c'est très mou comme concept. Tout le monde se croit rationnel. Même nos ennemis se croient rationnels, quels que soient nos ennemis. Donc, chacun défend ses idées au nom de la rationalité. Alors, c'est quoi la science? Moi, je crois que la science, c'est une articulation complexe de créativité, presque artistique, et de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une factualité radicale du monde qui s'impose à nous. Exemple, on a construit le LHC, on voulait voir la supersymétrie, on s'est trompé. La nature nous dit c'est beau, et c'est faux. Voilà. C'est aussi ça la science. On est en capacité d'être surpris. Alors, ce que je vous dis là, je crois que c'est pertinent, mais c'est un peu compliqué à utiliser pour se demander si le multivers est encore de la science. Alors, à reculons, je vais quand même utiliser un principe que j'aime pas du tout, mais qui a le mérite d'exister, qui est celui de Karl Popper. Karl Popper définit la science comme étant ce qu'on peut mettre en défaut, comme ce qu'on peut falsifier. Il a raison, Karl Popper, en disant qu'aucune théorie scientifique n'est jamais prouvée en sciences de la nature. Ça, c'est sûr, ça, hein, pour la bonne raison qu'elles sont toutes fausses, d'ailleurs. Chaque théorie sera un jour remplacée par une meilleure théorie. La science, ce n'est pas l'éternel, c'est ce qu'on a de mieux à un instant donné, n'est-ce pas? Donc ça, c'est acquis en philosophie des sciences, je crois. Mais ce que dit Popper, c'est qu'on ne peut pas donc prouver qu'une théorie est juste, mais on peut prouver qu'une théorie est fausse. Il suffit qu'une expérience invalide la théorie pour que la théorie doive être abandonnée et remplacée par une meilleure théorie. Alors je crois que ce critère de définition de la science est très insuffisant, mais il a le mérite d'être simple et clair. Donc utilisons-le. En ce sens, qui est assez d'ailleurs consensuel chez les physiciens. En ce sens, le multivers qu'on vient d'évoquer est-il scientifique? À première vue, non. Parce que je ne peux pas aller dans ces autres univers vérifier s'ils existent. Si je pouvais y aller, ça ferait partie de mon univers. Donc je ne peux pas y aller. Donc c'est infalsifiable. Donc c'est pas scientifique. Mais c'est pas scientifique, c'est affreux. Non, je me moque, hein, parce que certains sont un peu trop psychorigides sur ces définitions. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que le multivers n'est pas une théorie. Si c'était une théorie, ça serait effectivement une mauvaise théorie. J'en conviens. Mais c'est pas une théorie. C'est une conséquence de théorie. Dans l'exemple que j'ai donné, la théorie, c'est la théorie des cordes et la théorie de l'inflation. Il n'y a pas de théorie du multivers. Ça n'existe pas, la théorie du multivers. Le multivers, c'est une prédiction de la théorie des cordes inflationnaires.
Or, la théorie des cordes et l'inflation, a priori, on peut les tester dans cet univers. C'est très dur, hein, j'en conviens. Mais on devrait pouvoir les tester dans cet univers. Si on les exclut, si une expérience montre que la théorie des cordes est fausse, pas facile, mais envisageable. À ce moment-là, la théorie des cordes s'effondre, et à ce moment-là, toutes ses conséquences s'effondrent avec elle, y compris le multivers que je viens de décrire. Le modèle est falsifié. A contrario, si la théorie des cordes devenait notre futur modèle global de l'univers, une théorie acceptée, suffisamment bien validée pour qu'on y croie, alors je crois que nous n'aurions pas le choix. Il faudrait prendre avec elle ses conséquences. Sinon, nous serions, c'est le cas de le dire, inconséquents et même incohérents. D'autant plus que, comme je l'ai rappelé, le multivers permet de résoudre un certain nombre de paradoxes. Donc vous voyez que, indirectement, c'est-à-dire pas en tant que tel, mais via la théorie qui le génère, qui le prédit, le multivers est bel et bien testable. Et je vous donne un exemple. La relativité générale, ce que probablement la plupart des physiciens mentionneraient comme la meilleure théorie que nous avons. Elle-même fait ce genre de prédiction. Elle prédit la structure interne des trous noirs. Tous les jours, il y a des articles publiés dans des revues sérieuses qui ne posent aucun problème épistémologique sur la structure interne des trous noirs. Pourtant, c'est pareil. On ne peut pas aller voir et revenir. On ne peut pas. Mais parce que la théorie est suffisamment bien corroborée, on croit ces prédictions au-delà de l'horizon du trou noir. Et je crois qu'on a raison de le faire. On doit intégrer ces prédictions quand on étudie les trous noirs. C'est exactement la même situation dans le cadre du multivers. Je voudrais même arguer un peu au-delà de ça, qu'on peut aussi le tester, je dirais, statistiquement. Je donne un exemple caricatural. Imaginez une théorie du multivers qui prédit qu'il existe 100 univers, et dans tous les univers, les étoiles sont roses. Eh bien, cette théorie est falsifiée, puisque notre univers n'a pas d'étoiles roses. La preuve, on peut falsifier une théorie de multivers. Alors dans les faits, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour falsifier une théorie de multivers, il faut regarder quelles sont les probabilités d'apparition des différents types d'univers prédits par exemple par la théorie des cordes, les pondérer anthropiquement, c'est-à-dire tenir compte de l'effet de sélection que je disais tout à l'heure, ça c'est normal, je ne peux pas être n'importe où, donc je dois en tenir compte dans ce que j'observe, et ensuite mettre à l'épreuve statistiquement ce modèle. Une autre façon de le dire, si vous voulez, c'est qu'on a plein d'échantillons prédits et on a un seul échantillon à disposition, notre univers. Bah oui, c'est très peu, mais c'est pas rien. On peut déjà dire des choses. Si on avait fait une seule collision au LHC du CERN, on n'aurait certainement pas trouvé le boson de Higgs. Mais on aurait quand même pu exclure beaucoup de théories farfelues de physique des particules. Bah c'est pareil en cosmologie. On n'a qu'un seul univers. C'est beaucoup moins bien que si on en avait 15 000 à disposition. Donc c'est plus dur d'exclure une théorie de multivers, mais ce n'est pas en principe impossible. Il n'y a pas, je crois, de rupture épistémologique dans l'idée de multivers. Pour autant, quand bien même il y en aurait une, ne soyons peut-être pas si chétifs ou apeurés. Les arts ont évolué avec le temps. La musique de Schoenberg n'est pas celle de Rameau et l'art de Kandinsky n'est pas celui de Rembrandt. Pourquoi la science, qui est une pensée dynamique par essence, devrait-elle rester figée dans sa méthode ? Toutes les révolutions scientifiques quant à la nature du réel se sont aussi accompagnées de révolutions quant à la manière de parler du réel. Alors, il faut être prudent, comme toujours. C'est-à-dire qu'il est très probable que, comme la plupart des révolutions espérées, elle avorte. Mais il est possible qu'elle n'avorte pas. Moi, je crois que dans la situation actuelle, il faut pousser cette piste, quitte à rebrousser chemin, mais qu'il serait plus grave, ou au moins intellectuellement atrophiant, de la tuer avant même d'en avoir réellement sondé toutes les conséquences. D'autant plus que cette idée d'univers multiple apparaît aussi dans des modèles moins complexes et moins spéculatifs que la théorie des cordes. En relativité générale, théorie archétypale de ce qui est accepté. L'espace est, si ce n'est infini, au moins beaucoup plus grand que la taille de l'univers visible. Ça, tout le monde en conviendra, je n'imagine pas un cosmologiste croire que l'espace s'arrête là où on arrête de voir. C'est un peu comme la vigie en haut du mât du bateau qui dirait la mer s'arrête là où je ne vois plus. Peut-être on l'a cru dans le passé, mais enfin aujourd'hui on a compris que même là où on ne voit plus parce que la Terre est ronde, la mer continue. De même, l'univers continue, même au-delà de ce qui est visible, évidemment. Ça signifie que l'espace est beaucoup plus grand que l'univers visible. Donc ça veut dire que des univers visibles comme ça, ce qu'on appelle des sphères de Hubble,
il y en a une infinité, ou au moins beaucoup dans l'espace. Mais rien que ça change la manière d'appréhender un modèle physique. Je vais donner un exemple qui est faux, en fait, mais c'est pas grave. C'est pour l'exercice de pensée. Donc ne prenez pas à la lettre ce que je vais dire maintenant, c'est simplement pour s'entraîner à penser dans le multivers. Donc c'est faux. Mais imaginons par exemple que notre univers soit très homogène, c'est-à-dire le même en tout point. Ça c'est vrai. Et qu'on se rende compte que l'homogénéité n'a aucune raison d'exister, on ne comprend pas pourquoi il est homogène, mais que ce soit nécessaire pour l'existence de la vie. Bon, imaginons ça. Bah, évidemment, si ce qu'on voit, c'est la totalité de ce qui existe, c'est très bizarre. Vous dites, mais il n'y a aucune raison que ce soit comme ça, et pourtant c'est comme ça, et c'est ce dont on a besoin. C'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Mais imaginez maintenant que l'espace soit infini. Si l'espace est infiniment grand, il y a forcément des fluctuations statistiques, avec des lieux très inhomogènes et des lieux très homogènes. Et comme nous, on a besoin d'homogénéité pour exister, bah évidemment, on voit autour de nous quelque chose d'homogène. Et ce n'est plus surprenant. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une manière de changer le grand récit des origines. C'est aussi quelque chose qui a des conséquences opératoires sur la manière d'évaluer une théorie. Et là, la question n'est pas tellement de savoir si on aime ou si on n'aime pas. Le fait que l'espace dépasse l'horizon, je dirais que c'est quasiment factuel. Donc que ça déplaise à certains ne change rien au fait qu'il faut en tenir compte si on est un scientifique rigoureux. Deux derniers exemples, et je m'arrête, et je tiendrai mon temps. La mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est une théorie qui décrit très bien le monde des particules élémentaires, dont vous avez forcément entendu parler si vous vous intéressez à la question du hasard, puisqu'elle est fondamentalement associée à un aspect aléatoire, stochastique. Et cette mécanique quantique, dans certaines interprétations, dites de Everett, du nom du scientifique qui a proposé cette vision des choses, conduit à des embranchements incessants en univers parallèles. Il y aurait à chaque fois qu'un système quantique interagit avec un système classique, création d'un univers, embranchement, si vous voulez, en univers parallèle, création d'univers parallèles. À quelle distance sont-ils? Non, ça ne se mesure pas en mètres. C'est comme chercher la distance entre deux poèmes. Elle ne se mesure pas en mètres. C'est autre part, dans un ailleurs radical. On a longtemps cru que cette proposition était purement métaphysique, ce qui d'ailleurs pour moi n'est pas une insulte. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, j'ai montré assez récemment qu'elle était possiblement testable. C'est très dur à faire. Je ne dis pas qu'on va le faire dans les années qui viennent. Mais au moins en principe, on est en train de se rendre compte que ces idées-là ne sont pas aussi abstraites et déconnectées de toute forme observationnelle qu'on l'a cru pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on objecte parfois que cette idée de monde multiple, elle est un peu dangereuse parce que du coup, notre monde n'aurait plus de valeur. Alors ça, évidemment, si c'était la conséquence, j'en conviendrais. Mais j'ai deux objections à ça. La première, c'est que puisqu'il faut composer avec la vérité, eh bien, tant pis pour le danger. Le monde est ce qu'il est, et mieux vaut le savoir. Et la deuxième chose que je voudrais objecter à ça, c'est que je crois que ce n'est pas vrai. Voilà. L'existence d'un ailleurs n'a absolument aucune raison de nous enjoindre à négliger l'ici. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction forte et celle que je vous invite à partager. Et mon dernier exemple, c'est celui de ce qu'on appelle la gravité quantique. En gravitation quantique, qui est une autre théorie spéculative et non vérifiée expérimentalement, ce qui apparaît, c'est que le Big Bang n'est plus. Le Big Bang est remplacé par ce qu'on appelle un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Ça signifie qu'il y aurait eu une phase de contraction de l'univers avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Alors cette fois-ci, le multivers ne serait plus ni spatial ni parallèle, mais il serait temporel. C'est-à-dire que les univers se suivraient les uns les autres. Et du point de vue du hasard, c'est très intéressant parce qu'on serait dans un cas peut-être de semi-déterminisme. C'est-à-dire qu'à chaque rebond, il y aurait des choses radicalement nouvelles, parce que la densité est telle qu'on perd l'essentiel de l'information émanant de l'univers précédent, mais il y aurait quand même une forme de mémoire, parce que la causalité demeure dans ce modèle. Donc chaque cycle provient bien du cycle précédent, et en particulier du point de vue de phénomènes subtils
qu'on appelle les ondes gravitationnelles, il y aurait héritage possible entre un cycle et l'autre. Donc ça, c'est une sorte d'hybridation comme ça entre hasard et nécessité qui me semble assez intéressante. Voilà, j'ai ouvert cette petite balade avec un poète maudit, donc permettez-moi de la refermer avec un autre, peut-être le plus émouvant. Donc je choisis François Villon, qui, la veille du jour où il croyait être pendu, écrivait dans sa cellule en pensant au corps qui oscille sur le gibet. La pluie nous a débués et lavés, desséchés et noircis, puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et le sourcil. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son bon plaisir, sans cesser nous charrie. Plus becquetés d'oiseaux que des à coudre, ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Merci. Le son, très bien. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Alors maintenant, nous allons passer aux questions avec vous. Voilà, il y en a déjà une là-bas. Voilà. Merci pour votre exposé. Ma question est sur l'existence des multivers. Les étoiles ne peuvent pas être tellement plus grosses que 150 fois le Soleil. Les galaxies ne peuvent pas peser plus que le Soleil pour des questions de résonance interne. Oui, et de turbulences qui feraient qu'elles exploseraient sous les mouvements angulaires et sous ces perturbations gravitationnelles. Maintenant, on voit que les galaxies s'agglomèrent en superamas. Et on voit même des superamas comme l'Aniakea, enfin bon. Est-ce que l'univers ne pourrait pas être conçu comme un superamas qui ne pourrait pas dépasser une certaine masse, en l'occurrence 10 puissance 52 kg, mais si jamais c'est 10 puissance 53, ça n'a aucune importance. Et que maintenant, si jamais cet univers, donc superamas galaxie, avec la masse que je viens d'indiquer, on est obligé de concevoir qu'il y en a d'autres comme lui, qui l'entourent, mais suffisamment loin pour que leur action gravitationnelle n'agisse pas sur notre CMB, autrement on les verrait, si jamais ils étaient plus proches. Et ces univers strictement semblables aux nôtres, avec les mêmes constantes fondamentales, les mêmes lois physiques, oui, font que si jamais il existe des multivers, ils sont encore au-delà de ces univers tout à fait ordinaires et ressemblant aux nôtres. Et à partir de ce moment-là, si jamais ils sont à 10 puissance 120 mètres, aujourd'hui, il n'y a pas une science sérieuse qui peut se permettre de les envisager. Sauf, comme vous le faites, à partir d'une conséquence de théorie. Mais une conséquence de théorie, ça ne vous fait pas une nouvelle théorie. Ça ne vous fait pas l'existence des multivers. Donc ces multivers, pour vous, et en fonction de ce que je viens de dire, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent exister, mais très très loin d'une autre, que notre un objet tout à fait ordinaire, avec des lois, avec plein d'autres objets comme lui, gravitationnel. Alors, je vous remercie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. À votre avis, il se passe quoi en ce moment sur la face cachée de la Lune? Quelle que soit la réponse que vous me donniez, vous ne le voyez pas. Donc vous allez le déduire de théories que vous connaissez. Et donc là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que vous avez donné un contre-exemple, un contre-argument pour le multivers, en disant « mais ce n'est pas une nouvelle théorie, c'est la même théorie ». Oui, précisément, c'est pour ça qu'on y croit. C'est parce que ce n'est pas une nouvelle théorie. C'est précisément parce que c'est une prédiction de la théorie qu'on utilise que c'est une prédiction fiable. Donc on n'arrête pas de le faire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mur, mais on l'infère parce qu'on suppose qu'il y a suffisamment de régularité pour que ce qui est au-delà de ce qu'on observe obéisse fondamentalement aux mêmes lois que ce qu'on observe. C'est ce qu'on a toujours fait en science. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est pas vrai de considérer que le modèle est faible parce qu'il ne repose pas sur une nouvelle théorie. C'est précisément parce qu'il repose sur des théories bien éprouvées que le modèle a du sens.
Mais alors maintenant, je vais dire plus précisément sur votre intervention. Oui, enfin, quand vous parlez de longueur, soyons bien clairs, hein, il y a un horizon cosmologique qui est bien connu, à 45 milliards d'années-lumière. Tout ce qui est au-delà n'a absolument aucune conséquence sur nous. Donc vous disiez, il ne faut pas que ce soit trop gros pour ne pas interagir gravitationnellement. C'est pas vrai, ça. Vous pouvez mettre une masse aussi grande que vous voulez, dès lors que c'est au-delà de l'horizon, ça n'a de toute façon absolument aucune conséquence sur nous. C'est strictement causalement décorrélé. Que ce soit par la gravité, l'électromagnétisme ou les forces nucléaires, de toute façon, ça n'a aucune influence sur nous. Donc, alors, voilà, ça c'était les remarques techniques. Après, sur l'image que vous présentez, là en revanche, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a en effet, mais en fait c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, on a une structure de multivers qui est presque, je pense, inévitable, où là je dirais que la quasi-totalité de la communauté scientifique, et non scientifique d'ailleurs, est sans doute, avec laquelle elle est sans doute en accord, qui est simplement le fait que si on appelle univers ce qu'on peut voir, ce qui est en fait la définition intéressante en physique, alors en effet on a certainement un très grand nombre de patchs comme ça d'univers qui sont peut-être les mêmes ou peut-être pas les mêmes, ça dépend de circonstances contingentes. Mais après, ce qui se passe, c'est que les multivers qu'on a décrits peuvent être imbriqués les uns dans les autres, dans une structure de poupée russe ou de gigogne. Et en fait, mais si, parce qu'en théorie de l'inflation, par exemple, l'inflation, aujourd'hui, on ne sait quasiment pas faire de cosmologie sans inflation. Ce n'est pas une théorie qu'on appelle parce qu'elle fait des multivers, hein, pas du tout. On l'appelle parce que c'est elle qui explique le spectre du fond diffus cosmologique, la formation des galaxies, le problème de la causalité, le problème de la platitude, etc. Donc c'est une bonne théorie. Cette bonne théorie, quand on la prend dans sa version simple, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une question de goût, elle crée une infinité d'univers bulles. C'est une prédiction de la théorie, c'est pas un choix esthétique, c'est une prédiction. Et à ce moment-là, chacun de ces univers bulles peut lui-même contenir un espace infini. C'est pas incompatible, hein, le fait que ce soit des bulles avec le fait que l'espace soit infini. Donc en fait, on peut très bien imaginer que la structure d'ordre zéro du multivers, qui sont ces bulles de Hubble voisines les unes des autres, soit chacune enfermée dans une bulle de l'inflation, par exemple. Alors, moi je suis d'accord avec vous, on n'est pas sûr de tout ça. On n'est pas sûr de tout ça, mais c'est précisément mon métier, d'essayer de travailler sur ce sur quoi on n'est pas sûr. Parce que ce dont on est sûr, bah, c'est plus la peine d'en parler, on le sait déjà, quoi. La Terre est ronde, voilà. Non ? C'est pas comme ça que je voyais les choses. C'est-à-dire notre univers, c'est un petit objet tout à fait ordinaire, qu'il y en a plein d'autres comme ça autour de nous, et que maintenant on multivers avec Ouais. Ouais. Alors, je suis totalement en désaccord avec vous, parce que, donc là, vous venez de dire, si je le traduis, sinon ce ne sera pas sur l'enregistrement. S'ils sont très loin, on s'en contrefiche, c'est de la métaphysique. D'abord, la métaphysique, on s'en contrefiche pas. Et ensuite, ça a des conséquences. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer quand même, donc manifestement de façon ratée, c'est que ça change votre manière d'évaluer une théorie dans cet univers-là. C'est un fait. Si vous n'en tenez pas compte, vous changez votre interprétation d'une théorie mesurée ici. Vous n'avez pas le même résultat. Donc c'est factuellement faux de dire que ça ne change rien. Oui. Alors moi, comme d'habitude, et avec une totale sincérité, je remercie Univers Science. Je rencontre des gens fascinants, monsieur. Vous entendez pas? Non, moi je dis, comme d'habitude... je remercie Univers Science qui me fait rencontrer des gens, paf, comme monsieur. J'ai deux questions, mais qui sont très simples. La première, monsieur, il y a beaucoup de gens comme vous qui croient, enfin qui envisagent qu'il y ait plein d'univers avec d'autres lois. Vous êtes nombreux. Et ma deuxième, j'ai pas de doute sur vous, hein, c'est pour savoir, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Je ne comprends pas pourquoi on s'évertue allez voir s'il y a matière vivante ailleurs, s'il y a tellement d'autres univers avec d'autres lois. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que rien à foutre alors du vivant. S'il y a tellement d'univers avec d'autres lois, c'est ça qu'on doit chercher avant toute chose. Vous comprenez mon désarroi? Merci. Je vous remercie. Alors, à la question, est-ce qu'on est nombreux à réfléchir là-dessus? Il y a une chose intéressante en science, c'est que ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas les plus nombreux qui gagnent, c'est les meilleurs. Et
Actuellement, on ne sait pas qui sont les meilleurs. Moi, personnellement, là, je réponds en tant que chercheur, pas en tant que conférencier de ce soir, mais en tant que chercheur, honnêtement, je parierais pas ma vie sur cette histoire-là, hein. Je ne sais pas si les multivers sont réels. Je n'en ai aucune idée. Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas les balayer d'un revers de la main simplement parce qu'on n'aime pas ça. Ah non, c'est bizarre, donc on n'en parle pas. Non mais c'est pas le problème. C'est que nos théories les prédisent, donc il faut en tenir compte. Ou alors on change de théorie. Ça, c'est une possibilité. Donc, si vous voulez, ça, je pense qu'aucun scientifique ne peut nier ça. Donc, quand on a une prédiction scientifique qui a des conséquences et qui existe, il faut en tenir compte. Là où il y a dissensus entre les scientifiques, par exemple, c'est effectivement de savoir si on peut faire des prédictions fructueuses dans ce cadre-là. Le fait qu'elles soient possibles en théorie est avéré. Le fait qu'elles soient réalisables en pratique est hautement débattu. Donc, je crois que personne ne peut raisonnablement douter du fait que ça change un peu les choses. La question est de savoir, est-ce qu'en pratique, ça va révolutionner le paradigme ou est-ce que c'est un épiphénomène dont on se rendra compte à relativement court terme que finalement, quand bien même il serait vrai, il n'aurait pas d'incidence profonde. Ça, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Mais c'est quand même intéressant à ce point, j'en parle 30 secondes, parce qu'il y a toujours un effet sociologique en science, qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que c'est pas la démocratie, mais quand même, localement, il y a un effet de nombre qui fait que même si vous avez raison, quand vous êtes seul, ça va être très très dur de montrer que vous avez raison. Et sur le multivers, on le voit, et c'est intéressant, il y a des gens très forts, des prix Nobel, qui ne sont pas d'accord du tout. Steven Weinberg, un des pères de la théorie quantique des champs, un physicien génial, pour lui c'est acté en fait. On vit dans un multivers, il ne comprend même pas pourquoi on en discute encore. Et David Graus, qui est prix Nobel de physique aussi, pour la chromodynamique quantique, dit « not even wrong ». Et c'est tellement bête que c'est même pas faux. Et donc ces gens-là sont pas en désaccord sur les équations. Ils sont en désaccord parce que précisément ils n'ont pas exactement la même définition de ce qu'est la science. Donc c'est aussi ça que j'aime, c'est que ça nous oblige à nous poser des questions qui parfois dérangent sur ce qu'on fait. Et moi je crois qu'il faut oser se les poser ces questions. Le deuxième point que vous évoquez, je suis pas sûr de l'avoir compris, mais je l'adore quand même parce que je suis un peu moi-même en porte-à-faux avec cette idée de recherche de vie extraterrestre. Vous savez, il y a une question qu'on est censé se poser depuis très longtemps, qui est « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Pour prendre une voix grave. Mais moi, je la connais la réponse, moi. Je peux vous répondre ce soir, là, et de façon claire et définitive. Non, on n'est pas seul dans l'univers. On partage cette Terre avec 8 millions d'espèces vivantes. Donc je ne comprends pas bien la question. On est en train, vous savez que dans le dernier siècle, là, on a massacré en gros la moitié des espèces animales à la surface de cette planète. Donc on est dans un endroit où il y a une richesse et une diversité du vivant qui est absolument incroyable. On s'en fout complètement. On est en train de tout bousiller et on se pâmerait d'émotions si on trouvait trois bactéries sur Mars. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Donc là, pour le coup, voilà. Merci. Donc prenons soin de ce qu'on a ici, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de se poser la question intéressante de savoir s'il y a de la vie autre part. Oui, là vous dites que la vie, ça serait différent. Mais effectivement, la vie sous d'autres lois, ça serait différent, dites-vous. Je viens de la reprendre. La vie sous d'autres lois, ça serait différent. Mais bien sûr, mais c'est pire que ça. C'est que même la vie avec ces lois-là, c'est très très dur de l'imaginer autre part. Parce que la définition qu'on a actuellement de la vie, que les biologistes ont échafaudée, qui est très convaincante, c'est en fait une définition qui est essentiellement faite pour coller à ce qu'on voit ici. Et ils ont raison, hein, je ne critique pas du tout, c'est ce qu'il fallait faire. Mais l'ennui, c'est que la vie, c'est un processus adaptatif par construction. Et donc, alors évidemment, c'est très dur aujourd'hui d'imaginer des formes vivantes sans carbone, sans silicium, sans eau, etc. Mais notre imagination, elle est étriquée et on le sait bien. Donc même avec les lois qu'on connaît, même avec nos lois, il est parfaitement envisageable et sérieux de supposer qu'il y a des formes vivantes qui sont tellement différentes de celles qu'on connaît qu'elles échappent même à notre définition de la vie en fait. Donc je pense que vous avez tellement raison que le problème se pose déjà dans notre univers. Un jeune homme ici. Attention. Cachez-vous, il y a un jeune homme ici. Il y avait un monsieur qui était ici, là, qui avait posé une question. Tenez. Oui, merci. Vous nous avez bien, je suis ici. Hein. Vous nous avez bien montré au début de votre exposé
que ce qu'on observe, je suis court, hein, je ne veux pas faire trop long, dépend de la longueur d'onde avec laquelle on observe. Autrement dit, lorsqu'on fait de la physique ou de l'astrophysique, il faut tenir compte implicitement, vous ne l'avez pas dit explicitement, mais c'est implicite, de l'échelle, de ce qu'on appelle l'échelle du système observé et éventuellement de l'évolution de ce système. Quand je dis échelle, on peut aussi, il y a différentes notions plus ou moins voisines de la notion d'échelle, c'est la taille des choses, ou c'est aussi la taille en dessous de laquelle on ne distingue plus de détails, soit de manière opérationnelle, soit de manière contrainte. Ce que je veux dire, c'est que dans la physique, il est très rare, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, que l'on parle, lorsqu'on fait un exposé ou de la physique, peu importe, qu'on précise à quelle échelle on travaille. Or, à mon avis, c'est plus qu'important, parce que la physique dépend de l'échelle. Or, il y a peu de physiciens ou d'astrophysiciens qui ont mis cette notion d'échelle au sens de taille dans les équations, avec les dérivés des autres paramètres par rapport à ce terme-là, etc. Certains ont essayé, je n'en parle pas, c'est pas le propos ici, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur l'échelle à laquelle on observe les choses et qu'est-ce qu'on en fait dans les équations de cette échelle? Oui, je crois que je vois à qui vous pensez, mais je ne vais pas non plus rentrer là-dedans pour répondre, mais je suis un peu en désarroi, parce que c'est vrai que le monde n'est pas invariant d'échelle, mais personne ne dit le contraire. Enfin, les équations de la physique telles qu'on les utilise tout le temps ne sont pas du tout invariantes d'échelle. Donc le fait qu'il existe des échelles caractéristiques, monsieur tout à l'heure les a nommées, pour les galaxies, pour les étoiles, pour les planètes, pour à peu près tous les objets physiques, sauf les trous noirs, hein, qui sont les seuls objets invariants d'échelle par construction, on le sait. Donc on sait bien que les instabilités gravitationnelles se développent à partir d'une certaine échelle, que les galaxies existent à une certaine échelle, que les amas existent à une certaine échelle, etc. Donc j'ai pas très bien compris ce que vous reprochiez au modèle actuel, qui précisément ne sont pas invariants conformes. Hein. Le fait que la physique ne change pas avec l'échelle, on appelle ça l'invariance conforme en mathématiques. Et précisément, nos modèles ne sont pas invariants d'échelle. Donc les échelles sont là partout. Après, essayer de construire une théorie qui traite l'échelle elle-même comme un paramètre dynamique, ça, effectivement, il y a eu quelques tentatives qui sont pour le moment, on va dire, soit infructueuses, soit en cours de développement. Moi, je ne travaille pas personnellement sur ces théories, je ne les connais pas bien. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Tenez, alors allez-y. Donc bonsoir et encore merci pour cette présentation. Ma question va peut-être être plus proche de ce que vous avez développé durant cet exposé. Comme vous avez employé deux mots différents pour finalement des définitions qui étaient très proches, qui étaient la définition de multivers de la théorie quantique et de monde parallèle de la théorie d'Everett. Donc est-ce qu'il y a deux mots, deux sens et visions fondamentalement différentes ou s'agit-il de quelque chose de singulièrement différent? Alors en effet, je vous remercie. Dans mon exposé, c'était exactement la même chose puisque le second était la définition du premier. Donc j'ai employé multivers comme un terme générique pour référer à l'existence de mondes multiples et je proposais que dans le cadre particulier de l'interaction d'un système quantique avec un système classique, ce multivers prenne la forme d'univers parallèles. Et donc, alors peut-être j'en dis un mot pour tout le monde. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'un système quantique, donc décrit par la physique fondamentale de l'infiniment petit, disons, peut se trouver par exemple dans deux états simultanés, d'accord, ou être simultanément à deux endroits différents. Ce qu'on n'observe jamais dans le monde macroscopique usuel. Donc il faut comprendre comment, alors que nous sommes faits d'objets microscopiques, pourquoi les objets microscopiques sont doués d'ubiquité, alors que nous ne le sommes pas. Donc c'est une question qui est en fait toujours d'actualité, hein, même si on a fait de gros progrès grâce à ce qu'on appelle la décohérence, c'est pas quelque chose qui est complètement réglé. Et donc l'idée habituelle, c'est qu'au moment de la mesure, c'est-à-dire au moment où un objet quantique, un petit objet, interagit avec un objet classique, par exemple moi, eh bien il y a un phénomène catastrophique
qui advient, et on appelle ça soit l'effondrement de la fonction d'onde, soit la projection du vecteur d'état, etc. C'est la vision canonique, hein, c'est la vision orthodoxe de la mécanique quantique, la plus généralement partagée. Mais donc Hugh Everett de l'université de Princeton a proposé, il y a plusieurs décennies, qu'en réalité ça ne se passe pas comme ça, mais que quand un système quantique interagit avec un système classique, en fait, on ne voit qu'une seule des solutions, parce que l'autre solution, ou les autres solutions, sont instanciées dans des univers parallèles. Alors effectivement, à ce stade, là c'est vrai que c'est métaphysique. Et c'est vrai que ça semblait, dans ce cas-là, hein, pas celui qu'on discutait tout à l'heure, mais que ça semblait n'avoir aucune conséquence pratique. En disant, bah, si vous voulez, quoi, on peut dire qu'on n'en voit qu'un parce qu'il n'y en a qu'un, ou parce qu'il y en a un autre part. Si c'est un ailleurs radical, finalement, choisissez la solution que vous préférez. Et en fait, la motivation de Everett était mathématique, essentiellement. Parce que si on fait ça, la théorie est mathématiquement beaucoup plus belle. Elle ne viole pas ce qu'on appelle l'unitarité. Alors là, je reviens quand même un instant sur la question du nombre. Parce que le nombre, ce n'est pas la vérité, mais ça ne veut pas rien dire non plus. Il y a eu un sondage de fait il n'y a pas très longtemps, et environ 45% des physiciens théoriciens pensent que la vision de Everett est correcte, celle des univers parallèles. Vous voyez, c'est pas trois chevelus perdus. Voilà. Donc, oui. Donc, ce que je veux dire quand même, c'est que presque la moitié des physiciens théoriciens pensent que c'est la bonne interprétation. Ça ne prouve pas qu'elle est bonne, hein, mais ça montre quand même que sociologiquement, elle est considérée sérieusement. Et la bonne nouvelle que j'ai approfondie, mais qui en fait vient de Don Page, qui est un très bon physicien américain, c'est que finalement, c'est peut-être pas complètement impossible à tester, ce genre de choses, grâce à la cosmologie. Donc je ne vais peut-être pas vous dire comment maintenant, parce que c'est un peu technique, mais en fait, on a des espoirs que peut-être on puisse mettre à l'épreuve cette vision. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Contrairement aux autres personnes qui ont posé des questions, je ne suis pas du tout connaisseur. Ma question va peut-être sembler naïve, mais j'aimerais mieux comprendre un terme que vous avez employé. Vous avez parlé de théorie spéculative, comme la théorie des cordes, par opposition à la théorie comme celle de la relativité. J'aimerais mieux comprendre ce que c'est qu'une théorie spéculative. Est-ce que par exemple la théorie de l'évolution est spéculative, et sinon pourquoi ? Alors en fait c'est la meilleure question. C'est pas bien de juger les gens, mais je pense que c'est une question qui est excellente. Non, elles étaient toutes géniales, hein, mais c'est surgénial. Alors en fait non, je pense que c'est vraiment très important parce que en effet vous mettez le doigt sur un problème épistémologique qui est central, et j'aurais clarifié ma position sur ce point-là. Je pense qu'il est consensuel qu'aucune théorie en sciences de la nature n'est prouvée. Je l'ai dit tout à l'heure de façon un peu rapide en disant pour la bonne raison qu'elle est fausse. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en physique, on sait très bien que la théorie de Newton était notre meilleure théorie, et puis elle a été remplacée par la théorie d'Einstein, et puis la théorie d'Einstein sera remplacée par une théorie de gravité quantique, etc. Et de toute façon, quand bien même, ce qui me semble improbable, on aurait un jour la théorie ultime, pour la prouver, il faudra réaliser l'infinité des expériences qui la mettent à l'épreuve et réaliser chacune de ces expériences avec une précision infinie, ce qui est doublement impossible. Mais quand on a dit ça, et c'est là où j'adore votre question, il ne faut surtout pas s'arrêter là, parce que ça pourrait paraître nihiliste. On pourrait dire aucune théorie n'est prouvée, donc tout se vaut. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est le reproche qu'on fait parfois au relativisme, en disant dans le relativisme, tout se vaut. Oui, mais ça, c'est le mauvais relativisme. Personne ne défend ce relativisme-là. Le relativisme intelligent, c'est de dire, attention, les critères dépendent des circonstances. Mais évidemment, il y a des critères. Et en l'occurrence, c'est ça que je voulais dire. C'est que, bien qu'aucune théorie ne soit prouvée, certaines sont quand même beaucoup plus fiables que d'autres. Par exemple, la mécanique quantique, par exemple la relativité générale, elles ont été mises à l'épreuve dans un très grand nombre de circonstances où elles ont fait pas seulement des post-dictions, c'est-à-dire dire après, mais aussi des prédictions, c'est-à-dire dire avant, où elles ont dit avant qu'on l'observe, qu'on devait voir telle et telle chose qui a été absolument inattendue, et effectivement on a vu c'est telle et telle chose inattendue. Ça évidemment, ça fiabilise considérablement une théorie. Et une fois qu'une théorie a fait des milliers de prédictions et qu'a posteriori on les a vérifiées et qu'on n'a en plus aucune théorie concurrente capable d'expliquer ces mêmes choses, on commence à se dire, voilà, cette théorie, elle va devenir mon paradigme, c'est-à-dire mon image du monde dominante. A contrario, la théorie des cordes, elle n'a pas été capable, et d'ailleurs, ce n'est pas un reproche, parce que la théorie concurrente sur laquelle je travaille moi-même, la gravité quantique à boucle, n'en est pas capable non plus. Hein. Donc de ce cas-là, c'est match nul, 0-0-0 pour tout le monde. Elle n'a pas été capable de faire la moindre prédiction expérimentale
qui s'est avéré ensuite être confirmée. Donc c'est une théorie qui a pour elle d'être mathématiquement élégante, c'est déjà pas mal, mais quand même, il n'y a pas une seule chose qu'elle a pu prédire, qu'on a pu ensuite observer, ne serait-ce que pour donner de l'eau à son moulin. Au contraire même, elle a prédit la supersymétrie, on ne l'a pas vue, mais elle la prédisait à haute énergie, donc c'est pas très grave, enfin, etc. Donc c'est ça que j'appelle une théorie spéculative, c'est qu'elle est cohérente, il y a un certain nombre de gens très intelligents qui travaillent dessus, mathématiquement elle est bien fondée, mais pour l'instant elle n'a aucune connexion avec la moindre observation. Et pour en venir à votre réponse, à votre dernière remarque sur la théorie de l'évolution, alors pour moi ça c'est l'archétype d'une théorie qui est extraordinairement fiable. C'est-à-dire que bien sûr, la théorie darwinienne de l'évolution n'est sans doute pas parfaite, mais c'est un très mauvais argument à utiliser contre elle, parce qu'aucune théorie scientifique n'est parfaite. Il n'y a qu'en théologie qu'on a de la perfection. C'est justement parce qu'elle est scientifique qu'elle est imparfaite. Et en ce qui me concerne, je considère que la théorie de l'évolution des espèces est l'une de nos propositions scientifiques les plus belles et les plus fiables. J'avais une petite question sur ce que vous avez dit sur les 10 puissance 500 possibilités de compactifier les dimensions dans le cadre de la théorie des cordes et le rapport qu'il y a avec la construction des lois physiques. Ça me semble assez étonnant. Je ne sais pas si c'est facile à expliquer ce lien-là. Non, c'est pas facile à expliquer. En fait, on appelle ça en mathématiques les espaces de Calabi-Yau, les variétés de Calabi-Yau, qui correspondent au schème de compactification. Peut-être je peux donner un exemple. Avec un plan, d'accord, qui est non compact, on peut le compactifier et en faire une sphère. On peut aussi le compactifier et en faire un tore. On peut aussi le compactifier et en faire ce qu'on appelle une bouteille de Klein. C'est une espèce de structure qui se recoupe sur elle-même comme ça. Et ces topologies ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre par des formations continues. Et ça, c'est seulement à 2 dimensions. Donc en fait, avec 9 dimensions, ce qui se passe, c'est un peu... Ce que je dis là est un peu métaphorique, hein, mais de façon allégorique, c'est qu'en fait, il y a tellement de topologies non équivalentes dans les manières de recourber ces dimensions supplémentaires que ça donne naissance à une extraordinaire diversité. Et en fait, d'un point de vue effectif, cela se traduit par des objets physiques qu'on appelle des champs de modules. Et ces champs de modules sont ce qui va structurer l'émergence de lois physiques à basse énergie. Donc, au fur et à mesure que je parle, je me rends compte que j'exemplifie moi-même le fait qu'il n'y a pas de réponse simple. Je ne sais pas faire mieux. Voilà. Donc, disons qu'intuitivement, on peut comprendre que si la théorie mère n'a pas la même forme, les théories résultantes, donc la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, ne seront pas les mêmes non plus. Moi, je trouve que ce n'est pas, c'est pas complètement fou intuitivement. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'avais une question au sujet du hasard. Tout à l'heure, vous donniez un peu deux définitions du hasard, et c'était aussi dans le titre de la conférence ce soir. Et vous preniez l'exemple tout à l'heure du verre, du gobelet que vous lanciez. Et en sachant en fait les conditions initiales, on peut savoir, par la force donnée de la main qui lance le verre, qui tombe sur la table, on peut savoir où va tomber le verre si on savait aussi toutes les fluctuations ou l'état de la table, par exemple. Donc, si on prend cet exemple-là, en sachant toutes les conditions, toutes les forces, tout ce qui interagit, en fait, les interactions du verre avec la table, si on savait ça, si on avait des capacités cérébrales suffisamment évoluées pour connaître tous ces éléments-là, à l'échelle de l'univers, on pourrait voir ça comme n'importe quelle particule, l'une avec les autres, enfin les unes entre les, et un niveau infiniment grand, un niveau infiniment petit, et que toute cette réaction un peu de cause et à effet pourrait être vue comme un immense jeu de dominos qui depuis l'origine, alors on ne sait pas si, mais qui est multivers ou pas, on pourrait imaginer que tout ça soit un immense jeu de dominos, et donc il n'est même plus question de parler du hasard. Oui, mais alors,
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur la première partie de votre raisonnement, à savoir qu'en effet, j'ai dit que le rebond du gobelet était aléatoire, mais vous avez raison, c'est un aléa émergent. C'est-à-dire qu'il n'est aléatoire que parce que je n'ai pas la capacité de calcul nécessaire pour le prédire, mais a priori, c'est de la physique déterministe, donc effectivement, si on avait une intelligence infinie, on pourrait en réalité prédire le rebond du gobelet, et donc il n'est pas stricto sensu aléatoire. On est parfaitement d'accord avec ça. Et donc là, vous dites, si on voit tout l'univers comme ça, c'est un grand jeu de domino. D'accord, ça c'est la vision mécaniciste qu'avaient Newton et Kant d'un univers en évolution depuis un certain état donné. Mais les deux réserves que j'avais par rapport à ça, qui est la vision finalement de toute la science du 19e siècle, par exemple, les deux réserves que j'avais par rapport à ça, c'est d'abord qu'en mécanique quantique, c'est différent. Parce qu'en mécanique quantique, l'aléa n'apparaît pas de façon effective eu égard à notre manque d'informations, mais semble être intrinsèque au réel lui-même. Et ça, il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites, en particulier par Alain Aspect, à Orsay, etc., pour montrer que c'était vraiment un aléa fondamental et non pas des variables cachées, par exemple, qu'on ne connaissait pas. Donc tout laisse penser aujourd'hui qu'en mécanique quantique, il y a vraiment du stochastique fondamental, ce qui est une première réserve. Donc là, du coup, même si on connaît exactement les conditions initiales, on ne connaît pas l'état final de façon certaine. Et la deuxième réserve, c'est que ça ne répond pas, me semble-t-il, au problème qu'on donnait au départ, qui est celui des conditions initiales de l'univers. C'est-à-dire que dans votre jeu de domino qui est déterministe, ce qui est vrai, disons, pour les objets classiques, toujours est-il que ça, tout s'enchaîne, sauf le domino initial. Comment je lance le domino initial? Je lance doucement ou avec un gigantesque coup de pied. Et ça, il faut bien que je le mette dans le modèle. Et donc ça, dans un univers unique, sans passé et sans émergence, ça reste difficile. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, hein. Ce n'est pas forcément aporétique. Peut-être qu'un jour, on saura le faire. Mais dis donc qu'aujourd'hui, toutes les conditions initiales se valent un peu. Okay. Elle peut être expliquée par votre idée des multivers à la suite temporelle. Mais ça ne résout pas le problème de l'origine. Alors justement, oui, l'intérêt du multivers temporel, c'est qu'il n'y a plus de problème d'origine. Ce qui est quand même une bonne chose parce que d'abord mathématiquement c'est consistant, il n'y a plus de divergence, il n'y a plus de singularité, donc c'est bien défini. Puis quand même je trouve que conceptuellement, enfin ça c'est un peu subjectif, mais quand même l'apparition ex nihilo de l'espace et du temps est quand même plus dérangeante que l'existence ad infinitum de l'espace et du temps. Mais bon, ça sur ce qui est dérangeant, c'est un argument faible parce qu'on n'est pas tous dérangés par les mêmes choses. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler les deux définitions que vous donnez du hasard et de développer un peu plus sur la vérité, parce que c'était un peu court tout à l'heure. Ah, je crois que tout le monde n'a pas trouvé ça court. Je voyais des gens qui commençaient à se dire bon, quand sur la est-ce qu'il vérité, revient à la physique sur la vérité. Parce que vous parliez des Grecs qui parlaient du vrai et de la vérité, mais après vous étiez passé à autre chose. Si vous voulez, la question de la vérité, elle suscite énormément de crispation, alors que c'est exactement le genre de problème sur lequel il faudrait être serein. Je vais donner un autre exemple qui va me valoir de nouveaux ennemis, mais tant pis, c'est celui du nucléaire, par exemple. Le nucléaire est un débat sur lequel, est une question sur laquelle on ne peut plus débattre. On ne peut plus débattre, ça a été tellement pourri de part et d'autre qu'il n'est plus possible d'y réfléchir sereinement. Pourtant, c'est grave, c'est une question qui touche notre avenir commun, qui touche l'avenir de la Terre. Et moi, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse en parler sereinement. Mais il se trouve qu'il y a eu tellement de mensonges de part et d'autre, hein. Je crois vraiment que les torts sont partagés, et en particulier de l'industrie nucléaire, hein, que c'est très difficile aujourd'hui. Alors que concrètement, si demain on arrête complètement le nucléaire, on va pas. Ce qui serait génial, c'est de baisser de 80% notre consommation d'énergie. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais il est clair que là, demain, on n'aura pas la volonté de le faire. Donc on va remplacer par du thermique. Le thermique, ça a un impact en termes d'effet de serre qui est incontestablement bien pire que le nucléaire. Mais le nucléaire, bien sûr, il y a le problème de la sécurité par rapport aux accidents. Et pire que ça, il y a le problème de la gestion des déchets à long terme qui est terriblement grave parce que... Penser qu'on va être capable de suivre pendant des dizaines de milliers d'années l'emplacement d'objets dangereux quand on voit l'instabilité politique du monde, c'est presque délirant. Mais n'empêche que ça serait intéressant d'en parler. Et on ne peut plus en parler. Aujourd'hui, chacun a sa conviction très forte. Dans cette pièce, il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut rester à 100% nucléaire, des gens qui sont convaincus que c'est la dernière des saloperies. Et en fait, personne ne changera d'avis ce soir, même si on en parle pendant 3 heures. Donc c'est dommage. Voilà, c'est mon avis, c'est que c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas si simple. Et la question de la vérité, c'est exactement ça. C'est que dès lors qu'on interroge ce que sont les régimes de vérité, ce qu'on appelle les truth makers en philosophie analytique, c'est-à-dire ce qui fait qu'une proposition vraie est vraie. On a peur parce qu'on a peur d'ouvrir la voie au nihilisme.
C'est-à-dire à l'idée qu'en effet, si on questionne la vérité, tout devient vrai. Et mon papa me racontait qu'à l'armée, on lui disait que chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Et c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, chercher à comprendre, c'est commencer à prendre le risque du nihilisme. Mais non, c'est exactement l'inverse. J'ai lu, je fais une anecdote, mais on est dans les questions, pas dans l'exposé. J'ai lu, je vous dirai pas où, que quelqu'un de respectable, hein, enfin au moins dans ses titres, défendait l'idée que l'élection de Donald Trump, qui fait quand même à peu près l'unanimité contre elle, était en fait une conséquence de la philosophie des constructrices françaises qui elles-mêmes interrogeaient le concept de vérité. Pourquoi ? Parce que Trump ment. Donc évidemment, on déconstruit la vérité, donc on autorise le mensonge, donc Trump est élu. Mais cet argument est fallacieux à un point qu'on peut même pas imaginer. Parce que c'est vrai que Trump ment. Quand il dit que le réchauffement climatique est une invention des lobbies chinois, ça c'est sûr qu'il ment. Et c'est sûr qu'il faut le contrer. Mais le contrer, c'est précisément travailler avec subtilité. C'est ce que j'appelais tout à l'heure ne pas opposer un bon fascisme à un mauvais fascisme. Il ne faut pas faire ça, ça ne marche jamais ça. C'est-à-dire se rendre compte que précisément les gens qui croient ça, et c'est quand même la moitié des Américains, donc on peut ne pas les aimer, mais ils existent, donc il faut composer avec eux. Et composer avec eux, c'est quoi ? C'est précisément comprendre, fût-ce pour le combattre, que leurs régimes de vérité ne sont pas les nôtres. Enfin, en tous les cas, pas les miens. Mais ne faisons pas de négationnisme intellectuel. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il faut nier l'existence de cette chose. Si même on veut la combattre, et en l'occurrence je crois qu'il faut le faire, il faut commencer par comprendre sa rationalité propre et comprendre que le fait est que les régimes de vérité diffèrent suivant les cultures, les attentes, les religions, etc. Et une fois qu'on a pris conscience de cette diversité, là on peut commencer à travailler sérieusement, c'est-à-dire à se positionner et effectivement à faire des choix. Il faut faire des choix, hein. Je suis absolument convaincu de ça. Voilà, j'ai répondu un peu par l'anecdote. D'accord, d'un côté, merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé de clore, malheureusement.